Donc, sur les traitements qui sont les plus avancés, enfin, en tout cas, le traitement le plus avancé à venir, qui est Ultomiris. Donc, pour comprendre ce traitement, je vais revenir un petit peu sur la physiopathologie de l'HPN. Je vais reprendre quelques notions qui ont déjà été développées par Flore, mais elles me semblent importantes à avoir en tête pour comprendre ce traitement. Comme vous a dit Flore, l'HPN, c'est une mutation dans un gène qui s'appelle PIGA. Et en fin de compte, on sait qu'il y a énormément de mutations possibles. Il y a quasiment autant de mutations que de patients. Donc, ce n'est pas sur la recherche de cette mutation qu'on fera le diagnostic. En tout cas, cette mutation va induire donc une protéine qui va être tronquée, qui va perdre une partie de son expression. Et comme vous a dit Flore, notamment, cette mutation va induire une protéine qui ne pourra plus fixer d'autres protéines situées à la surface du globule rouge. Donc, la conséquence dans l'HPN, c'est que on perd des protéines qui d'habitude protègent le globule rouge de l'attaque du complément. Et donc, il y a ce qu'on appelle ce complexe d'attaque membranaire qui va venir sur le globule rouge et créer une multitude de petits trous à la surface du globule rouge qui va aboutir donc à son hémolyse et aux signes cliniques qui vous ont été détaillés. Les traitements disponibles actuellement, que ce soit l'éculizumab ou bientôt le ravulizumab, eux, permettent d'éviter la formation de ce complexe d'attaque membranaire. Donc, ils agissent exactement de la même façon. Et donc, c'est ce que je vous montre ici, ils vont bloquer la partie terminale du complément. Alors, il faut comprendre que le complément, c'est une voie biologique très complexe qui agit en cascade. Ce sont des protéines, des enzymes qui s'activent les unes après les autres et que le ravulizumab, l'éculizumab, eux, vont s'attaquer à la partie, on va dire, terminale du complément, mais ce qui veut dire que toute la partie proximale est encore fonctionnelle, ce qui peut parfois expliquer que pour certains patients, eh bien, il y a un échappement et que finalement, le complément soit malgré tout actif. Alors, qu'est-ce qui va être nouveau avec le ravulizumab par rapport à l'éculizumab? Finalement, ce sont des petites modifications de structure de l'anticorps qui vont, de façon très maligne, très intelligente, faire en sorte que vous allez avoir un recyclage de votre anticorps et donc que vous allez avoir une demi-vie beaucoup plus importante de cet anticorps. Donc, ce que l'on sait maintenant, c'est que la durée de vie de cet anticorps va être multipliée par 3, par 4 dans la circulation sanguine grâce à ce système de recyclage de l'anticorps. Alors, il y a eu le développement de ce médicament est déjà bien abouti. Il y a eu les phases 1, les phases 2 et surtout les phases 3 que je vous présente ici, qui ont permis de valider cette nouvelle stratégie. Donc, ce sont 2 études qui ont été publiées l'année dernière et qui se sont adressées à 2 groupes de patients. Des patients dans l'étude 301 qui étaient naïfs, donc qui n'ont jamais été traités pour leur HPN, et un deuxième groupe de patients, l'étude 302, qui s'adressait à des patients qui étaient déjà traités par éculizumab et stables sous éculizumab. Dans les 2 groupes, eh bien, les patients étaient randomisés pour soit débuter ou continuer le Soliris, soit débuter de l'Ultomiris. Ce sont, pour comprendre les résultats, des études qui ont été designées, qui ont été construites pour montrer que ces 2 traitements étaient strictement équivalents sur le contrôle de l'HPN. Et c'est ce que l'on voit ici dans les résultats. Eh bien, c'est que statistiquement, il n'y a pas de différence ou alors un discret avantage à l'Ultomiris, le ravulizumab, contre l'éculizumab. Donc, que ce soit en recours aux transfusions, que ce soit dans la normalisation du taux de LDH, qui est le paramètre principal de l'hémolyse, et bien que ce soit chez les patients naïfs ou chez les patients qui étaient déjà traités par Soliris, eh bien cette nouvelle molécule est strictement équivalente, voire un petit peu supérieure pour ces paramètres-là.
Il y avait d'autres paramètres dits secondaires qui étaient aussi étudiés dans ces deux études, à savoir la variation du taux de LDH, les scores de qualité de vie ou le nombre d'épisodes hémolytiques ou la stabilisation du taux d'hémoglobine. Là encore, ce sont des traitements qui sont qui sont équivalents sur ces objectifs secondaires. Donc, en termes de tolérance, là aussi, c'est une molécule qui agit de la même façon que le Soliris. Donc, il était tout à fait attendu de retrouver le même profil de tolérance. Ce qu'on a vu sur ces deux études-là, c'est qu'aucun patient n'a dû arrêter le traitement à cause d'un effet indésirable grave, que sur ces deux études, il n'y a pas eu d'infection à méningocoque, mais le risque existe, et je vous rappellerai un peu le plan de gestion des risques infectieux qui est obligatoire avant de débuter ce traitement. Et donc, c'est un profil de tolérance qui s'est aussi confirmé dans la phase d'extension de ces deux études et qui est donc tout à fait gérable et qui était tout à fait attendu pour cette molécule. Alors, qu'est-ce qui va changer finalement en pratique? Eh bien, ça va être bien entendu le nombre de perfusions. Là, on peut faire une projection d'un patient qui est actuellement traité par Soliris, qui aura donc ses injections tous les 15 jours. Et là, avec le ravulizumab, on aura une injection tous les 2 mois, ce qui veut dire donc un nombre de perfusions beaucoup moins important, probablement un nombre de bilans sanguins beaucoup moins important. Et bien sûr, il y aura toujours une surveillance hématologique associée à ce traitement. Alors, est-ce que ça fait une différence quand on demande aux patients ce qu'ils en pensent? Oui, vous avez vu que des patients ont été traités de façon séquentielle par Soliris, puis par ravulizumab. Et donc, on leur a demandé tout simplement quelle était la préférence. Et la préférence va pour le ravulizumab, puisque en termes de fréquence d'injection, en termes de planification de ces activités, eh bien, c'est beaucoup plus facile avec ce traitement-là qui a lieu tous les 2 mois. Et puis, on voit aussi que sur certains symptômes comme la fatigue ou d'autres symptômes liés à l'HPN, eh bien, il y a une préférence pour ces traitements par ravulizumab. Alors, en pratique, comment on va pouvoir proposer ce médicament? Eh bien, comme je vous disais, il faudra être très vigilant, comme pour le Soliris, à prévenir le risque infectieux par méningocoque. Et donc, il sera obligatoire d'effectuer des vaccinations. Il faudra bien s'assurer que ces vaccinations sont refaites tous les 3 ans. Et il va falloir faire de l'éducation thérapeutique sur que faire en cas de fièvre, en cas de maux de tête, etc. Donc ça, c'est un élément qui sera incontournable pour débuter ce traitement. Ce traitement pourra être au départ programmé donc, dans le cas d'un hôpital de jour. À la différence du Soliris, c'est qu'en fonction de votre poids, la posologie, donc le dosage du médicament sera un petit peu différent. En tout cas, il y aura une première injection faite à J1 et puis dès J15, on pourra commencer le traitement d'entretien qui aura donc lieu toutes les 8 semaines. Donc, moi, je voulais simplement insister sur cette nouvelle modalité. Ce traitement n'est pas encore enregistré en France, il l'est déjà aux États-Unis, en Allemagne, et les négociations sont en cours actuellement. Et on espère pouvoir vous le proposer au premier trimestre 2022. En tout cas, c'est ce qui est annoncé actuellement. Voilà, donc je finis ma présentation et bien sûr, je suis disponible pour répondre à vos questions. Je vous propose qu'on regroupe l'ensemble des questions autour des nouveaux traitements, donc à la fois sur votre partie, et c'est le sujet que va maintenant aborder le professeur Pefou de la Tour. On les regroupe toutes à la fin de cette session-là, peut-être? Oui, bien sûr. Professeur, alors il faut peut-être, pardon, docteur, que vous coupiez votre partage. Oui, c'est ça. Je ne peux pas prendre la place. Pardon. Je t'en prie, Louis. Écoutez, bonjour à tous. Tout d'abord, je réalise à quel point le centre de référence a la chance de disposer de médecins disponibles, pédagogues, qui prennent le temps un samedi de vous faire tout ça.
Je vous avoue que les topos que j'ai vus là sont hyper clairs et c'est super. Donc ça, c'est la première chose. C'est merci 1000 fois aux orateurs de prendre ce temps-là. C'est très important d'être proche de vous pour pouvoir répondre à vos questions. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils répondent en plus de ça en simplifiant des choses qui sont très compliquées. Donc ça, c'est la première chose, des remerciements pour ça. La deuxième chose, c'est évidemment merci à l'association HPN France d'organiser ce moment, parce que c'est tout de même pas simple et c'est très important de trouver un temps d'échange. Et alors, la troisième chose, c'est que je vais demander à mon voisin d'arrêter de tondre la pelouse parce qu'évidemment, ça risque de faire un peu de bruit pour le topo. Alors, je vais fermer la fenêtre, ne vous inquiétez pas, c'est juste là. Voilà. Et donc, j'enchaîne du coup avec les nouveaux traitements, mais vraiment merci à l'association parce que c'est compliqué de trouver du temps et c'est vraiment important. On se rend bien compte dans l'HPN que c'est une maladie qui n'est pas forcément compliquée, mais qu'il faut avoir en tête. Et que déjà pour nous, ce n'est pas simple d'expliquer aux collègues. Donc, j'ose imaginer que pour les patients, ce n'est pas simple de comprendre. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on va avoir un grand temps d'échange. Et ça, c'est aussi très important, puisqu'on a là un topo jusqu'à 12h30. Et moi, je vais prendre, je pense, 10 minutes pour faire la présentation. Donc, on aura bien 40 minutes, 40 bonnes minutes pour échanger sur les questions sur ça, et puis aussi sur d'autres questions de la matinée au besoin. Voilà. Alors, les nouveaux traitements. Donc, d'abord, quand on parle des nouveaux traitements, il faut revenir sur les anciens quand même. Il faut toujours avoir un peu d'humilité et de savoir d'où on vient et où est-ce qu'on pourrait aller. Donc l'éculizumab, il faut quand même le dire, ça a transformé la prise en charge des malades en France et ailleurs. Il faut savoir que moi, j'ai eu cette chance de vivre ça sur une vie médicale de patients qui étaient vraiment n'avaient pas de traitement à proposer. Et quand l'éculizumab est arrivé, eh bien, ça a permis de réduire la survenue des thromboses et donc de retrouver une survie chez les patients qui était comparable à des malades qui n'avaient pas, enfin à des patients qui n'avaient pas l'HPN, à des sujets sains. Et puis plus récemment, on a aussi, et un certain nombre d'entre vous sont dans ce cas-là, permis de faire des familles, puisqu'avant on ne pouvait pas avoir d'enfants quand on avait une HPN, puisqu'il y avait un risque de thrombose qui était trop important. Et maintenant, eh bien, les grossesses sont possibles. Donc, encore une fois, je crois qu'il faut quand même reconnaître ce qui s'est passé en 2007, quand l'éculizumab a été disponible. Alors, ça, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est les études françaises, voyez, et anglaises qui montrent la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, on compte le nombre de patients en vie après le début d'un traitement, et vous voyez très bien que ces courbes sont à quasiment 100%. Là, c'est la courbe qui est le Soliris, c'est la courbe en grise. On voit bien que c'est quasiment tous les malades sont en vie après le début du Soliris. Et donc, on voit aussi là, si vous voulez, ça, c'est un ami statisticien qui s'était amusé à faire des tests sur la survie quand un patient était sous Soliris, s'il avait une HPN hémolytique. Là, je ne vous parle pas d'aplasie, là, je vous parle d'HPN hémolytique. Et en fait, quand c'était à gauche des pointillés, ça montrait que le Soliris était bénéfique. Donc, vous voyez que toutes les méthodes statistiques étaient à gauche et donc montrer que ce traitement, quand même, hein, et il faut le reconnaître, a vraiment permis de transformer la vie des patients avec une HPN hémolytique. Néanmoins, ce dont on s'est aussi aperçu avec ce traitement, c'est un petit peu ce qu'on dit toujours aux étudiants, c'est que ce traitement, finalement, il a 3 catégories de réponses. Et il y a 3 types de patients et de classification de patients. La première, c'est les patients chez qui, finalement, on retrouve une vie quasiment normale. Et là encore, c'est quelque chose que nous, médecins, on a besoin d'entendre, et d'entendre au sens d'écouter, pas d'entendre. Mais je crois quand même que vous avez une tolérance à l'anémie qui est très importante et qui fait que quand l'hémoglobine remonte, eh bien, forcément, on se sent mieux. Et nos patients, avec 10 grammes ou plus, ont une vie quasiment normale. Moi, j'ai des patients qui peut-être aussi sont en train d'écouter, qui font des marathons. Et avec une hémoglobine qui est à 10 ou 11. Alors moi, je ne suis même pas capable de faire 100 mètres avec 14 d'hémoglobine. Mais bon, bref, donc encore une fois, tout ça pour dire que c'est très relatif et que du coup, on a quand même un tiers de malades qui ont une vie, j'ai envie de dire, normale, quasiment normale. Et puis, on a un tiers de malades qui sont entre deux. C'est-à-dire que, certes, ils ne sont plus transfusés, mais quand même, ils sont entre 8 et 10 d'hémoglobine. Hein, et donc, de temps en temps, avec une grippe, eh ben, on peut se retrouver à l'hôpital avec une transfusion inattendue. Et ça, quand même, pour un traitement, même si ça révolutionne, ça fait vivre et que ça empêche de faire des thromboses graves, bon, on voit bien qu'il y a quand même un progrès à faire. Et puis, il y a aussi un autre tiers de malades, 20%, 20-30% de malades, qui, eux, malgré le Soliris, restent transfusés.
Et donc, si vous voulez, évidemment, après 15 ans de Soliris, on s'est aperçu qu'on pouvait encore faire des progrès. On n'est plus dans le domaine de sauver des vies, je suis désolé de le dire. Les nouveaux médicaments ne vont pas sauver plus de vies que le Soliris, ça faut bien le savoir. On est dans la qualité de vie. On est dans le fait de revenir à une vie normale, cette fois-ci avec une hémoglobine normale. Alors, ça, Louis en a parlé, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails et l'idée n'est pas de compliquer la séance. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, ce qui n'est pas inhibé dans l'HPN, c'est l'activation du complément et que cette activation du complément est extrêmement complexe. Et qu'en gros, pour activer le complément, il faut aller d'un point A à un point B et que, en gros, comme sur un trajet de voiture, il faut s'arrêter dans certains villages. Et en pratique, ce qui se passe, c'est que on a plusieurs moyens, plusieurs sur le trajet, plusieurs moyens de s'arrêter et en fait, plusieurs moyens d'inhiber l'action du complément. Et en pratique, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est un schéma très simple, ne vous inquiétez pas, c'est que soit on peut l'inhiber dans sa partie terminale, et c'est ce qu'a fait le Soliris, mais aussi le ravulizumab, puisqu'il vous a dit, l'éculizumab, ravulizumab, c'est le même combat, c'est ce que Louis vous a très illustré en montrant que le Soliris et le ravulizumab, c'était la même chose. La seule chose, c'est qu'il y en a un qui s'injecte 6 fois par an et l'autre qui s'injecte 26 fois par an. Et c'est exactement la même molécule et les effets attendus sont les mêmes. Et puis, il y a un autre petit cousin, là, qui est le crovalimab, qui, lui, s'injecte en sous-cutané 1 fois par mois. Mais les effets escomptés, les effets attendus sont exactement les mêmes pour ces 3 molécules, à savoir ce que je vous ai dit, 3 types de réponses, soit 10 grammes d'hémoglobine ou plus pour les meilleurs répondeurs, soit entre 8 et 10 pour un deuxième gros tiers de malades, soit des patients qui restent malheureusement transfusés de temps en temps ou plus régulièrement pour le dernier tiers. Et puis, vous voyez qu'on peut bloquer de manière plus proximale, donc plus avancée, plus en amont. Et en pratique, vous voyez très bien ici les molécules dont je vais vous parler à l'instant. Et je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que l'idée n'est pas de compliquer le topo, mais simplement de vous dire qu'elles font toutes la même chose. Alors, évidemment, je résume, ce n'est pas vrai. Il y en a qui sont peut-être un tout petit peu plus puissantes que d'autres, mais en gros, pour le bénéfice clinique, c'est-à-dire ce qu'attend un malade, eh bien, c'est pareil, on bloque au même endroit. Et donc là, vous voyez tout de suite les enjeux, il y en a 2. Le premier, c'est que si on bloque le complément de manière extrêmement drastique et à la source, eh bien, on va bloquer des actions du complément qui n'étaient pas bloquées avec l'éculizumab, avec le C5. Et donc, par exemple, vous savez qu'il y a un risque d'infection important quand on bloque avec l'éculizumab, notamment des méningites, on en parle assez. Eh bien là, on va avoir un risque infectieux qui peut être un peu plus important, mais aussi un risque théorique d'autres maladies. Pour l'instant, on pense que non, mais c'est les études qui vont le confirmer. D'autres maladies, pourquoi? Parce que le complément, ça sert aussi à éliminer les immunoglobulines qui sont développées contre votre corps. Donc, ça sert à éliminer les immuns complexes, en gros, ce qu'on appelle des protections de maladies auto-immunes. Donc, on peut imaginer peut-être, on ne sait pas, encore une fois, on ne sait pas, mais il faut avoir ça en tête, que ces médicaments puissent augmenter le risque de maladies auto-immunes en général. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que le complément, ça permet aussi d'éliminer certaines cellules cancéreuses. Et donc, on peut aussi imaginer, théoriquement, et c'est pour ça que c'est très important de toujours être extrêmement précautionneux avec les essais et les données dont on dispose, on peut imaginer qu'il y ait plus de cancer avec ces médicaments. C'est théorique. Pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude, mais voilà, il y a toujours un bénéfice et un risque à traiter des malades, et il y a toujours un bénéfice et un risque quand on bloque le complément à un niveau plus proximal que celui qui était bloqué jusque-là. Donc, du coup, évidemment, ces nouveaux médicaments, vous l'avez bien compris, eux, ce qu'ils veulent, comme on va bloquer de manière très, très proximale, ils vont bloquer complètement et du coup, il n'y aura plus du tout d'activation du complément et donc, du coup, les résultats vont être meilleurs. Et donc, actuellement, il y en a 3 et je vous ai dit, donc, la première chose, c'est de faire attention aux risques théoriques et la deuxième chose, c'est qu'il y a des essais qui sont en cours, donc des essais cliniques, et que pour l'instant, nous, on vous dit ce qu'on a comme données, et on est très investi, puisque vous allez voir, on a quasiment développé toutes les molécules à Saint-Louis, et au centre de référence en général, dans les centres français. On a participé de manière très importante au développement de ces molécules. Eh bien, on vous donne les informations au moment où on les a. Et donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a la première molécule là, qui fait en ce moment beaucoup de bruit, qui est une molécule, donc, vous l'avez vu, qui est développée
contre le C3, peu importe les noms, C3, facteur B, facteur D, on s'en fout. C'est juste que vous voyez que c'est très, très en amont de ce que fait le Soliris. Cette molécule, elle a été développée au sein d'un essai qui est extrêmement robuste. Et donc ça, c'est important pour vous de le savoir. Quand on développe une molécule, eh bien d'abord, on la développe chez des malades qui ne répondent à rien pour espérer à un moment donné trouver un médicament qui améliore ces malades. C'est ce qu'on appelle la phase 2. Et donc ça, c'est souvent des médicaments, c'est même des phases 1, c'est-à-dire très précoces, où c'est des médicaments qui sont développés pour des malades dont on sait que si on ne fait rien, ils vont mourir. Et donc quand ces médicaments montrent un intérêt chez ces patients, on les passe en phase 2, c'est-à-dire qu'on trouve la meilleure dose, les meilleures utilisations de cette drogue. Et après, on passe en phase 3. C'est-à-dire que quand un médicament a montré qu'il avait un bénéfice chez des patients qui n'avaient plus aucun traitement disponible, quand on a montré que ce médicament avait un bénéfice, mais qu'en plus de ça, il était bien toléré, on va le comparer au traitement de référence. Et c'est ça une phase 3. Et ça, c'est extrêmement robuste parce que ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, pour des patients qui ne répondent pas au traitement, et c'était l'objet de cette étude, vous le voyez ici, ce sont des patients adultes, plus de 18 ans, qui sont anémiques tous au moment du début du traitement sous Soliris, c'est-à-dire qu'ils recevaient le traitement par eculizumab, mais malgré ça, ils étaient anémiques et transfusés, et ils étaient régénératifs, c'est-à-dire qu'ils avaient une HPN hémolytique. On est bien dans le cadre de l'HPN qui est éligible au Soliris, il n'y avait pas d'aplasie sous-jacente. Ils ont été tirés au sort, ces malades, et c'est là où on ajoute de la robustesse, c'est-à-dire que sur un groupe particulier de patients, sur 80 patients, on va tirer 40 patients du médicament expérimental et 40 patients du traitement de référence. Et donc, comme ces malades étaient sous Soliris, eh bien, les 40 qui ont été traités, qui ont été tirés au sort traitement de référence, vont continuer le Soliris. Et bien entendu, il faut un avantage à participer à un essai. On sait que ces patients aussi auraient intérêt à recevoir le nouveau traitement vu ce que ce traitement a donné dans les phases précoces. Et c'est pour ça qu'ensuite, eh bien, à la fin de l'essai, tous les malades reçoivent le nouveau médicament pour que tous les patients aient un bénéfice à participer à l'essai. Sinon, ce n'est pas éthique. Ça voudrait dire que la moitié seulement pourrait recevoir le médicament, ce qui n'a pas de sens puisque l'intérêt de participer à une étude, c'est justement d'avoir plus précocement les médicaments. Et donc là, c'est ce qu'on a fait. On a pris des patients qui étaient depuis au moins 3 mois sous Soliris, dont on savait qu'ils étaient transfusés anémiques, et on les a tirés au sort, soit pour recevoir le nouveau médicament, je vous l'ai dit, le pegcetacoplan, soit l'éculizumab, et on a regardé ce qui se passait. Et juste une diapositive, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez que les patients ont eh bien, été très améliorés par le traitement par pegcetacoplan. Vous voyez ici qu'on a une différence d'environ, alors je ne sais pas si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, d'environ 4 grammes d'hémoglobine entre les deux groupes. Et quand on a remplacé les patients qui avaient de l'éculizumab par ce nouveau médicament, eh bien, ça s'est confirmé, c'est-à-dire que les patients qui étaient là, vous voyez, à 16 semaines, à 8 grammes d'hémoglobine et qui donc, du coup, ont eu le nouveau traitement aussi, puisque je vous ai dit qu'à la fin de l'étude, tout le monde avait le nouveau médicament, eh bien, eux aussi sont remontés de 4 grammes d'hémoglobine. Donc, tout ça pour dire que c'est un traitement qui semble extrêmement intéressant dans les conditions où il a été testé, et ça, j'insiste beaucoup, parce que ce médicament a été testé chez des patients qui ne répondaient pas tout à fait bien au Soliris, c'est-à-dire qui étaient anémiques ou transfusés, ou les deux, et qui manifestement n'avaient pas une réponse optimale au Soliris. Pourquoi je répète ça? C'est parce qu'à l'heure actuelle, ce médicament, avec ces données-là, a été autorisé en première ligne de traitement chez tous les patients HPN aux États-Unis. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et ça, ce n'est pas la première fois que la FDA fait ça. La FDA, en fait, est beaucoup plus lâche que l'IMIA. On est beaucoup moins protégé vis-à-vis des médicaments quand on est sur le sol américain que sur le sol européen. C'est comme ça, c'est une stratégie différente de vouloir avoir accès à tout prix à tous les médicaments. Je n'y suis pas du tout adhérent. Je pense que c'est une mauvaise chose. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je le redis, ce médicament peut avoir un intérêt sur le sol européen pour des patients, et en tout cas sur le sol français, c'est dans cette indication-là qu'il sera utilisé, à savoir des patients qui sont anémiques, transfusés sous éculizumab. Et on le voit très bien, ces patients bénéficient du traitement. C'est très robuste. Ça a été designé, en fait, on définit a priori, avant de faire l'étude, le nombre de patients qui devraient s'améliorer pour penser qu'il y a un bénéfice à utiliser ce médicament. Donc ça, c'est très solide. Simplement, attention, 16 semaines, c'est très court
pour avoir l'idée du maintien d'efficacité et de la tolérance des traitements. C'est pour ça qu'il y a un autre message ici, c'est quand on fait ce type d'études qui sont extrêmement robustes, il faut aussi attendre de voir ce qui se passe plus tard. Et donc là, on le sait maintenant, ça va être publié à l'EHA, c'est-à-dire au Congrès européen d'hématologie la semaine prochaine. Et en gros, on a l'impression que ça continue de rendre service aux patients sur les 80 patients qui l'ont reçu. On a des patients qui ont arrêté le traitement pour des raisons variées. On a à peu près 10 à 15% de patients qui ont arrêté le traitement expérimental. Et donc, forcément, on travaille sur les raisons de cet arrêt pour essayer de comprendre pourquoi chez certains, ça n'a pas marché aussi bien que prévu. Mais dans la très grande majorité, eh bien, les effets ont été persistants avec une tolérance qui était bonne. Et donc, c'est évidemment extrêmement motivant pour les patients, en sachant que, je vous le dis, pour l'instant, on a 1 an de recul. Donc, surtout, restons prudents. Et n'oublions pas que ça concerne les patients qui n'ont pas répondu de manière optimale au Soliris. Et ça, j'insiste, je pense qu'il ne faut pas faire dire n'importe quoi aux données, et il ne faut pas faire dire n'importe quoi aux molécules, parce que sinon, on se retrouve à les utiliser dans des situations qui ne sont pas celles validées par les études qui les ont évaluées. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça, c'était l'objectif primaire, l'hémoglobine. Je ne vais pas rentrer dans les détails des autres résultats de cet essai, mais en gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que oui, les patients, en gros, n'étaient plus transfusés. On sait qu'avant l'étude, 15% des patients étaient transfusion indépendants. Après l'étude, plus de 70% le deviennent. L'hémoglobine s'améliore chez un grand nombre de malades, donc ça rend service, la qualité de vie s'améliore, les patients vont mieux. Et les données de long terme vont être présentées la semaine prochaine. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'évidemment, c'est confidentiel et que tout ça, c'est des données qui sont toujours très touchy, mais en gros, c'est plutôt rassurant, même si, encore une fois, certains patients arrêtent et on est en train d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, dans le même temps, donc ça, c'est un médicament, vous allez entendre parler, qui est développé par une société qui s'appelle Apellis, qui est un concurrent d'Alexion, évidemment, qui, en fait, va être développé par une société qui s'appelle Sobi sur le sol européen et qui va être responsable de la commercialisation du traitement. Et donc, en pratique, pour que vous ne soyez pas perdus, Apellis, ce sera aux États-Unis et Sobi en Europe. Novartis, évidemment, grosse société pharmaceutique, n'est pas en reste et développe le LNP 023. Donc ça, c'est le petit nom qui est donné au moment du développement. Maintenant, ça s'appelle l'iptacopan. Et c'est un médicament qui, lui, va bloquer idem au même endroit de manière très proximale. Et voilà un peu les résultats. Et donc là, je vous montre des résultats qui ne sont pas un essai randomisé, c'est un essai de ce qu'on appelle phase 1-2, c'est ce que je vous ai dit au tout début, c'est-à-dire qu'on a pris des patients qui étaient tous transfusés sous eculizumab, et tous ces patients transfusés sous eculizumab sont devenus transfusion indépendants sous le nouveau traitement. Voilà. Donc, c'est un autre traitement, l'iptacopan, développé par Novartis. Et donc, ce traitement est actuellement à la même phase que celui-là, en France et dans le monde, c'est-à-dire qu'on est en train de faire la phase 3. Et donc, vous voyez que là, je vous présente des données qui sont extrêmement précoces pour dire que c'est un traitement qui est très intéressant. Et en plus de ça, celui que je viens de vous présenter est sous-cutané, celui que je vous présente là est oral. C'est-à-dire que là, c'est des médicaments, c'est même plus des médicaments qu'on donne en IV ou en sous-cutané, c'est par la bouche. Donc, très intéressant, mais à un stade de développement très précoce, donc on est tous très enthousiastes, mais surtout, il faut rester conscient du niveau de développement des médicaments. Et donc, pour l'instant, c'est des traitements qui sont en développement et on ne peut pas en dire plus. Il est encore très précoce, la phase 3 n'est même pas terminée, donc vous n'avez qu'à voir. Et puis, un autre médicament dont vous allez entendre parler, cette fois-ci Alexion, qui ne veut pas évidemment être en reste, puisque Alexion a quand même développé l'éculizumab puis le ravulizumab, et donc a racheté une boîte pharmaceutique qui s'appelle Aquilion. Tout ça, ça nous dépasse, mais il faut quand même le comprendre parce que ça permet de voir aussi la stratégie des médicaments, puisque ce médicament-là, le facteur D, lui, qui est aussi donné par voie orale, ne sera pas disponible, en tout cas pour le moment, en monothérapie. C'est-à-dire que les deux que je vous ai proposés avant, c'est un remplacement d'un médicament par un autre, c'est-à-dire que le Soliris sera arrêté et l'un des deux sera pris, et point terminé. Alors que là, pour l'instant, les essais qui sont développés, mais peut-être que ça va changer, c'est en plus du traitement par Soliris. Et donc là aussi, les résultats sont évidemment très bons. Les points rouges, c'est toutes les transfusions chez les 10 malades qui ont été traités par ce nouveau médicament avant la mise sous traitement. Et le point rouge, c'est la seule transfusion qui a eu lieu chez un seul malade après la mise sous traitement.
Donc, autant vous dire qu'on est exactement dans la même dynamique, c'est-à-dire dans des traitements qui visent à quasiment normaliser l'hémoglobine. Donc, voilà où on en est. Et là encore, ce sont des essais très précoces. Donc, en pratique, qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne vous en dirai pas plus. Il y a 3 médicaments qui sont extrêmement intéressants, qui sont actuellement en train d'être développés. Un médicament qui va très vite, qui est quasiment accessible avec des données à 1 an disponibles, c'est l'Apellis, l'anti-C3, le pegcetacoplan. 2 autres médicaments qui sont en cours d'être développés, qui sont des phases 2, c'est-à-dire, vous voyez, et maintenant les phases 3 sont en train d'être réalisées, le Novartis, qui est l'iptacopan, et le danicopan d'Alexion, en sachant que l'iptacopan a l'objectif d'être donné seul Péros, alors que l'Alexion, pour l'instant, a l'objectif de donner en plus du Soliris Péros. Et donc, voilà toute la réserve qu'il faut avoir avec les données disponibles et avec ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Ce que je voulais aussi vous dire, parce qu'il y avait des questions qui étaient valides, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que quand un médicament vous est proposé sur le sol français, il ne peut pas l'être par un autre intermédiaire que les personnes qui sont autour de ces ordinateurs aujourd'hui. C'est-à-dire que si ce médicament vous est proposé par un autre centre qu'un centre de compétences ou le centre de référence, il ne faut pas le prendre. C'est assez simple. Je ne dis pas que les autres vont vous proposer des traitements, je dis juste que pour être sûr des traitements qu'on vous propose, il faut le faire au sein du réseau, ce qui est habituellement ce qui se passe dans 99% des cas. Mais notamment récemment, pour un biosimilaire, il a été proposé par un centre qui n'avait pas l'habitude de l'HPN, donc ça nous est revenu évidemment. Je ne dis pas que ce n'était pas un mauvais médicament, mais simplement je pense que pour que vous puissiez être rassuré sur la disponibilité et la toxicité d'un médicament, c'est bien qu'il vous soit proposé par quelqu'un au sein du réseau. La deuxième chose, c'est le miroir, c'est-à-dire que le jour où le centre de référence vous propose, que ce soit Lille, Marseille, Bordeaux, Lyon ou Paris, l'utilisation d'un médicament expérimental, ça veut dire qu'on est d'accord avec le développement de ce médicament, ça veut dire qu'on a vu les données de ce médicament et ça veut dire qu'on pense que ce médicament a plus de bénéfices que de risques vous concernant. En d'autres termes, si on vous propose un médicament, ce n'est pas que vous êtes des souris. C'est simplement parce qu'on cherche à améliorer votre condition hématologique et qu'on pense qu'il y a un bénéfice à le faire. Et que les médicaments qui vous sont proposés expérimentaux au sein du réseau ont été validés par nous tous. On a des comités de pilotage réguliers, on discute régulièrement entre nous, on a la chance de ne pas avoir d'animosité entre nous. Il n'y a pas d'ego dans le centre de référence, ça se passe très bien, on s'entend tous très bien, chacun a sa place, chacun fait son boulot. Et donc, si on vous propose des traitements, c'est qu'on est tous d'accord pour vous le proposer. Voilà. Alors ensuite, il y avait des questions. Le laboratoire doit fournir le traitement, bien sûr. Si un laboratoire vous fait participer à un essai, il doit vous fournir le traitement jusqu'à ce que ce produit soit commercialisé. Et si ce produit n'est jamais commercialisé, il doit vous le fournir tant qu'il y a besoin, tant que vous en avez besoin. La qualité de vie, bien sûr, c'est un critère majeur. Dans les essais que je vous ai montrés, il y a des critères et des questionnaires de qualité de vie. D'ailleurs, les patients, notamment au niveau européen, participent énormément à l'élaboration de ces questionnaires pour que justement on puisse prendre en compte non seulement, comme on dit toujours, on ne traite pas que de la biologie. Donc en pratique, un malade, c'est son ressenti. Et donc c'est par l'intermédiaire de ces questionnaires qu'on le sait. Si un patient ne répond pas, est-ce qu'il peut revenir à l'ancien traitement? Bien sûr, ça, il n'y a aucun problème. Les patients peuvent tout à fait décider de revenir au traitement de référence s'ils ne sont pas satisfaits du traitement protocolaire. Le délai, il faut savoir qu'en France, entre le moment où le médicament, je ne parle pas du Covid, parce que là, les délais sont accélérés à outrance, mais en dehors des médicaments qui sont vaccins ou traitement du Covid, un médicament normal, j'ai envie de dire, entre le moment où il est accepté à l'IMI, donc à l'instance européenne, donc qui est l'AMM européenne, et le moment où il arrive en France, eh bien, il faut 500 jours. Voilà, c'est le minimum. Donc, si on reprend le ravulizumab, il a été validé par l'IMI en juin 2019. Donc, normalement, il aurait dû être disponible en juin 2021, sauf qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, et donc, on a perdu 6 mois. Mais en pratique, il faut savoir qu'un médicament, en tout cas en France, il faut à peu près ce temps-là parce qu'il y a des discussions. Puis vous savez que la France est un pays où l'administration est au premier plan et que donc du coup, bah oui, ça prend du temps. En sachant tout de même, je le redis, qu'il faut bien voir que néanmoins, il y a une protection de nos malades. C'est-à-dire qu'un médicament n'arrive pas sur le sol français et n'a pas l'AMM aussi facilement que dans d'autres pays. Et je peux vous dire que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment n'est pas très rassurant pour les Américains. Mais ça, c'est leur problème.
Donc, en conclusion des nouveaux médicaments, bah oui, on a quand même, perdons pas de vue, un médicament de référence qui est l'éculizumab et bientôt le ravulizumab, qui sont quand même des médicaments qui, j'ai envie de dire, rendent service à 2/3 des malades. Et puis, on a des nouveaux médicaments qui sont en développement avec un enthousiasme énorme vis-à-vis de ces médicaments, d'autant plus qu'on a des prises orales possibles. Vous vous rendez compte, on passe d'une maladie qui tuait il y a 20 ans à une pilule tous les matins. C'est quand même extraordinaire. Mais une précaution d'usage, et encore une fois, c'est pour ça que je vous ai mis mon email. Je crois qu'on est assez disponible au sein du centre. N'hésitez pas à nous demander, à nous poser des questions. On vous donne les informations au moment où on les a. On ne peut pas vous les donner plus vite et j'aime pas les paris. Donc, je ne vais pas vous dire oui, mais de toute façon, il n'y aura pas de problème avec ce médicament. Donc, simplement, il nous faut le temps de générer ces données, le temps de générer les analyses de ces données. Et donc, forcément, ça prend du temps. Donc, voilà, je crois que ce que j'avais à vous dire. Et encore une fois, je remercie vraiment tous mes collègues parce que je vous dis quelle chance de les avoir. C'est vraiment le centre de référence regorge de personnes qui sont motivées, en plus des jeunes. Alors, j'ai vu une question qui disait comment on peut faire pour attirer des jeunes. Écoutez, quand même, vous avez Thierry, vous avez Flore, et il y a Edouard qui ne parle pas, mais qui est aussi extrêmement dynamique à Bordeaux. Fiorenza, je n'ai pas l'impression qu'on soit très âgés, nous deux, mais bon. Donc, quand même, il y a des jeunes dans l'HPN. Et puis voilà. Et puis, ravi d'échanger. Encore une fois, l'idée, c'était de faire court. Je crois qu'on a fait court. Et là, on a une bonne demi-heure pour répondre à vos questions.